Et nous voilà relancés sur la suite du cours sur la résistance des matériaux. Alors on a défini la notion de poutre, hein, solide élancé, et là on va s'intéresser aux efforts intérieurs, en fait à ce qui se passe à l'intérieur des poutres sollicitées, ce qui est un petit peu complémentaire à la statique des solides, hein, où on étudie les efforts extérieurs. Ici, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur des solides. Voilà. Donc, il y a un schéma un petit peu moche d'un arbre, par exemple, un arbre encastré, hein, une poutre encastrée, et on va définir, on pourra avoir un certain nombre d'efforts, admettons une force F comme ceci, qui agit volontairement sur la ligne moyenne, puisque c'est ce qu'on avait vu, les efforts en fait extérieurs sont définis sur la ligne moyenne de l'arbre. S'ils ne le sont pas, eh bien, il faut les ramener, et c'est ce qui permet de faire une analyse de résistance des matériaux des poutres. Alors pour une poutre, là c'est un exemple, mais ce qu'on définit, on définit en fait les efforts intérieurs dans ce qu'on appelle une section droite, hein, on l'a déjà défini aussi, qui est caractérisée par son centre de gravité G, voilà, qu'on peut repérer par une abscisse, X si c'est un axe X ou autre. Voilà. Et cette coupure-là, en fait, va diviser virtuellement en fait, la poutre en deux tronçons. On appelle ça des tronçons. Assez souvent, on appelle le tronçon de gauche le tronçon de droite. Là, c'est le cas. Mais c'est tout bête. Mais si la poutre est verticale, ça serait plutôt le tronçon du haut, le tronçon du bas. Bref. Ce qui fait que ça peut peut-être être judicieux si on doit les désigner. On pourrait appeler tronçon 1, tronçon 2. Mais si l'axe X est là, on peut appeler l'axe des X les plus petits ou l'axe des X des plus grands. Donc, le tronçon X- et le tronçon X+. Voilà. Il y a une définition, on va voir la conséquence en fait. Hein. Il y a une définition qui va définir en fait quels sont les efforts intérieurs d'une poutre lorsqu'elle est sollicitée par des efforts extérieurs qu'on peut déterminer, des efforts extérieurs ou des liaisons. Là, on a une liaison encastrement, un effort extérieur. Et en fait, les efforts intérieurs, on pourrait dire tout simplement, si on imaginait qu'on est la poutre coupée en deux parties. Imaginez qu'on venait à coller tout simplement les deux tronçons entre eux. Eh bien, en exerçant un effort ici, eh bien, les efforts intérieurs, on appelle ça les efforts intérieurs, caractérisés éventuellement par un torseur avec des composantes, on va le voir après. Les efforts intérieurs au niveau de la coupure, eh bien, seraient les efforts transmis par la colle. Alors après, il y a une convention, mais il faut savoir des efforts, hein, on a vu le principe des actions mutuelles en statique. Est-ce que ce sont les efforts de la partie droite sur la partie gauche ou de la partie gauche sur la partie droite? Là, on s'est accordé pour dire que par définition, les efforts dits de cohésion, qu'on note comme ceci, c'est une lettre tau, hein, voilà, on peut faire ce qu'on veut, exprimés au centre de gravité G de la section droite, eh bien, ces efforts-là sont les efforts de la partie X+, sur la partie X-, de la partie droite sur la partie gauche. Une brève analyse de statique d'équilibre d'un solide et de l'autre qu'on pourrait conduire à écrire que les efforts extérieurs sur la partie droite X+, donne une action mécanique globale qu'on peut résumer par un torseur, et cette action mécanique-là est l'opposé des efforts extérieurs sur la partie X-, sur l'autre tronçon de poutre. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici. Alors, puisqu'on parle de torseur, un torseur a des composantes, et il peut être exprimé sous forme de composantes numériques scalaires dans un repère. Le centre du repère, l'origine, c'est le point G. Et puis le repère tout trouvé, ça va être l'axe X pour la poutre, hein, c'est souvent ce qu'on fait. Et puis on a des directions transversales qu'on va nommer tout naturellement Y et Z. Voilà. Donc on a le repère G, X, Y, Z. Et dans ce repère-là, l'axe X, c'est bien l'axe de la poutre, et bien on va définir, et ce sont des noms qu'il faut connaître, différentes composantes. Vous vous souvenez qu'à gauche, dans un torseur d'action mécanique, il y a ce qu'on appelle la résultante, les composantes en newton, et à droite, le moment. Le moment exprimé au point G. Et le moment, lui, peut être exprimé en newton-mètre ou newton-millimètre. Voilà. Pour les forces, suivant X, l'axe de la poutre, la composante de force suivant X, c'est ce qu'on appelle l'effort normal. Et on verra que, et c'est logique, comme c'est une force suivant l'axe X, suivant son sens, elle peut occasionner une sollicitation de traction ou de compression. Voilà, on verra les sollicitations plus tard. T, c'est une composante de force qui est transversale, d'où le T, et ça correspond à ce qu'on appelle un effort tranchant, dont les composantes dans le repère peuvent être
définie de manière effort tranchant suivant Y ou suivant Z. Si la poutre est d'axe X, évidemment. Et au niveau des moments, donc des efforts, je dirais, de type couple, hein, des efforts rotatifs si on peut dire, eh bien, autour de l'axe X, un moment ou un couple, ça correspond à ce qu'on va relever dans un arbre de transmission qui transmet un mouvement de rotation et un couple. Donc en réalité, un couple autour de l'axe X permettrait de solliciter l'arbre en torsion. Et donc on appelle ça le moment de torsion, MT. Et les autres composantes, qui sont des moments qui sont pour leurs composantes autour de Y et autour de Z qui est perpendiculaire ou orthogonal au plan, qui est représenté là, eh bien c'est ce qu'on appelle des moments de flexion parce qu'ils conduisent en termes de sollicitation à faire fléchir la poutre. Voilà. Donc on a de la flexion. Donc en résumé, hein, pour reprendre, dans les composantes du torseur de cohésion ou les composantes des efforts de cohésion sont l'effort normal suivant X, les efforts tranchants suivant Y et Z, le moment de torsion autour de l'axe de la poutre X et les moments de flexion dans les deux autres directions, MFY et Z, et dans ce cas-là, une poutre d'axe X. Alors, ce que l'on fait assez fréquemment, et certains des logiciels le proposent aussi, hein, orienté poutre, comme RDM Le Mans, les versions 6 et 7 actuellement, 6 ou 7, c'est de présenter le long d'une poutre. Ici, il y a un arbre de transmission qui est guidé en rotation avec deux roues dentées, avec des transmissions qui ne sont pas représentées par engrenage. On n'a pas les roues dentées de l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie, voilà, du mécanisme. Et suivant cette poutre-là, eh bien, en tout point, on a, compte tenu des sollicitations extérieures qui sont définies d'une manière ou d'une autre, eh bien, on a des efforts de cohésion. Alors, à quoi ça sert de définir les efforts intérieurs, force et moment? Ben, ça va permettre de dire là où il y a de la torsion, là où il y a de la traction, de la compression, de la flexion, voilà, du cisaillement, l'effort tranchant provoque du cisaillement, et par la suite, eh bien, en déduire les déformations ou, c'est plus important encore la plupart du temps, c'est les sollicitations de type contrainte, comme des espèces de pression intérieure au solide. Et cette contrainte, on va la rapprocher. Ces contraintes-là, il y en a différentes, on va les rapprocher de paramètres de limites en termes de résistance ou limite d'élasticité du matériau. Voilà. C'est ça l'intérêt. Mais ça passe dans un premier temps par la détermination des efforts intérieurs, à partir des efforts extérieurs, voilà, de la poutre que l'on isole. Alors ici, on a donc un arbre de transmission. On a défini, ramené à des points sur la ligne moyenne, la fibre neutre de la poutre. Hein, vous voyez qu'on ne définit même pas le diamètre. C'est un arbre de transmission, il a un diamètre, hein, mais ça peut être un tube ou un rond plein. Mais là on ne s'en préoccupe pas pour l'instant en termes d'effort intérieur. Et on a un effort extérieur en A, une liaison rotule parfaite, donc une force en A, de composantes pouvant être suivant X, Y ou Z, un complément du guidage en rotation modélisé par une linéaire annulaire de centre B et d'axe X. Et du coup, en ce point B, si la liaison est parfaite, on peut avoir une composante de force suivant Y, suivant Z, mais pas suivant X, puisque c'est une mobilité de la liaison en translation, hein, suivant X, toutes les rotations étant libres pour la liaison parfaite, et ramener au point D, parce que l'engrainement va se faire sur la périphérie de la roue dentée, évidemment, hein, sur le cercle primitif de la roue dentée, eh bien, on va avoir en D et en C des forces. Et donc là, on a un résumé des composantes de force sous forme de torseur, parce que même si le torseur, on ne va pas le diaboliser, hein, il est moins présent dans le référentiel du BTCPI en vigueur depuis quelques années déjà, mais ça permet de représenter de manière synthétique l'ensemble des composantes d'une action mécanique ou d'un effort. Voilà. Et c'est sous cette forme que sont présentés des résultats dans des logiciels de simulation. Donc il s'agit de bien savoir reconnaître à minima cette forme de torseur. Il y a des éléments qui peuvent être saisis aussi dans des logiciels sous cette forme-là de matrice, 3 lignes, 2 colonnes finalement, pour les forces en newton et les moments en newton-mètre. Il est important de préciser l'unité parce que l'unité, on le verra en résistance des matériaux, à privilégier, mais on le verra quand on parlera des contraintes, c'est plutôt le millimètre en termes de longueur, d'unité de longueur. Et donc, on sera amené à définir souvent des newtons-millimètres, même si la donnée de couple, par exemple, un couple moteur, on l'aura de préférence en newton-mètre ou autre, ou des newton-mètres, bref.
absolument, enfin généralement pas en Newton-millimètre. Donc là, il y a un arbre, on le considère comme lisse, mais enfin, il est bien évident qu'il ne l'est pas, il peut y avoir des rainures de clavette, des épaulements, etc., qui ne satisferaient pas d'ailleurs les hypothèses à résistance des matériaux, on l'a vu. Donc là, c'est pas le propos. On a 4 points A, C, B, D. Donc vous avez remarqué que au niveau des roues dentées, eh bien, c'est au point C et au point D hein, qu'on a bien là et là. Et on a un effort qui n'est pas purement une force, mais on a une composante de moment. Et cette composante de moment en Newton-mètre correspond au couple transmis par l'arbre qui va générer de la torsion, un moment de torsion, 360 Nm. Et inévitablement, ça passe en C et ça ressort en D, ou l'inverse, et on a bien des efforts qui sont opposés, parce que si on transmet 360 Nm en D, eh bien, ça signifie qu'en C, à l'extérieur, il y a l'opposé pour assurer l'équilibre de l'arbre. Voilà. Donc, ce qui peut être fait, donc ça se traduit comment d'ailleurs ça? Au niveau du moment de torsion, tout simplement, ce que l'on a, on voit, c'est une courbe en fait, hein, le long de l'axe X, orienté par un axe X, à proprement parler, l'axe des abscisses, et bien là il y a une courbe de moment de torsion. Et le moment de torsion, c'est la composante en moment des efforts intérieurs. Alors les efforts intérieurs, ils sont définis par le torseur d'effort extérieur sur le tronçon de droite. Voilà. Et ça signifie que dans un premier temps, ce que l'on peut faire, c'est pour ça que j'avais activé les commentaires, c'est représenter les efforts sur l'arbre ou sur le graphique, bref, pour être en regard des diagrammes. Par exemple, au point A, l'action de 2 sur 1, moins 2240, on est en moins 2240 suivant Y, et donc là, j'espère que ça va fonctionner, on va pouvoir représenter ça comme ça, moins 2240, admettons que ça fasse ceci, d'accord. Ensuite, je ne sais pas si ça reste actif, donc je vais poursuivre. On a 4000 newtons en C, toujours suivant Y. Hein. On est dans des sollicitations qu'on peut appeler sollicitations planes. Je vais mettre ça comme ça, c'est un peu plus grand. Ensuite, ce que l'on a, on a moins 560 en B, donc vers le bas, moins 560 en B, donc c'est pas grand chose hein, par rapport, c'est pas à l'échelle absolument, mais bon. Et puis moins 1200, hein, la moitié du premier en D, moins 1200, hein, faut pas que je me trompe, moins 1200 en D, et donc là, oups, je suis parti là-dessus, ok, c'est pas grave, autant pour moi, on va le mettre là. Quelle maîtrise! Sans puissance, la maîtrise n'est rien. Voilà, ça c'est un slogan d'une marque de pneus. Voilà, il me semble. Il me semble bien. Et donc là, je vais mettre ça comme ça. On ne citera pas la marque. Mais bon. Ok. Donc on est là-dessus. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, alors c'est sympa parce que d'ailleurs, j'aurais même pu le faire à l'échelle si j'avais été un peu malin. Parce qu'en réalité, cet élément-là, oh, je duplique, mais c'est beau. Mais c'est beau, quoi. En fait, ah ben non, raté. En fait, l'effort que l'on avait là-haut, si je fais un CTRL-D, il veut bien. Non, ce n'est pas ça, les raccourcis. Adobe ne sont pas les raccourcis. Windows nécessairement, c'est pas grave, je vais redessiner là. En fait, la force que l'on a là, on pourrait, à une échelle donnée, le galérien, à une échelle donnée, on pourrait la... J'ai pas pu dupliquer. Bon, voilà. La représenter ici. Et en fait, ce que l'on a, c'est que on doit tracer les efforts de la partie droite sur la partie gauche. Alors, l'idée, c'est qu'on pourrait presque dire, ben voilà, sur cette partie-là, je masque tout ce qui est là, ok? Je masque tout ce qui est là. J'aurais pu faire propriété intérieure, ça marche ça? Opacité, une couleur de fond, admettons tout noir. C'est pas du noir, c'est moche. Donc on va cacher ça et se dire, voilà, au départ, on ne voit rien qui agit sur la partie droite, aucun effort extérieur. Et quand on va petit à petit vers la gauche, on découvre des efforts qui surviennent sur le tronçon X+. Et cet effort-là, c'est une force d'intensité moins 1200 newtons qui survient au point D. Et donc, au départ, il n'y avait rien, il y avait 0 en effort tranchant sur un Y, on est bien sur un des forces sur un Y, et d'un coup, il y a cette force-là. Et donc, on passe d'une valeur 0 à moins 1200 newtons. Okay. Ensuite, petit à petit, on découvre, on augmente finalement la longueur du tronçon X+, et on découvre que les efforts extérieurs, il y en a un autre qui s'ajoute, et il s'ajoute, et cet effort-là, celui-ci,
qui en réalité est plus petit que ça, eh bien cet effort-là, on va pouvoir en tenir compte et l'ajouter là. Voilà. Hein, bon, je fais comme si l'échelle était la même. Et là, on a nécessairement moins 1200, moins 560 au point B, et donc ça fait moins 1760. On continue. Quels sont les efforts qui agissent sur la partie droite? Eh bien, sur la partie droite, tout à coup, il y a le gros effort de 4000 newtons au point C, et donc cet effort-là, eh bien, il va s'additionner puisqu'il y a les trois qui agissent, et la traduction graphique, si on peut dire sur la courbe, eh bien, c'est tout simplement l'augmentation en positif de cette force-là de 4000 newtons qui va faire que on va passer de moins 1760 à plus 2240. Alors, et on a évidemment les valeurs qui sont constantes puisque tant par exemple qu'on est sur une coupure, le point G, il est matérialisé finalement par, en quelque sorte, le point qu'on voit là, le petit cercle. Au départ, il est au point D. Hop. Ensuite, on décale, on décale, on décale. Et en décalant, il n'y a aucun autre effort qui survient, donc on a toujours la même valeur d'effort tranchant, qui est la composante de force sur Y du torseur de cohésion. On continue, et arrivé là, hop, il y a le deuxième, et donc là, la somme des deux, chiffrée, moins 2240 moins 560, ça faisait bien moins 1760 newtons, et ce qu'on a tout le long jusqu'au point C, c'est ça, voilà. Et au point C, un troisième effort extérieur survient sur le tronçon X+, et du coup, on a un saut comme ceci qui fait arriver à 2240. Et en réalité, comme l'extrémité de l'arbre, eh bien, c'est le point A, il est inutile d'aller faire une analyse jusqu'au point A, mais si on était amené à le faire, une sorte de vérification, eh bien, on pourrait vérifier qu'au point A, il y a bien moins 2240, et, miracle, le miracle de la vie, eh bien, c'est un film, il me semble, un documentaire, ça. Bref. Eh bien, vous avez moins 2240 et on se ramène bien à zéro. Et puis là, on peut continuer jusque dans les couloirs du temps et il n'y aura pas d'autre effort qui surviendra sur le tronçon X+, parce que le tronçon X+, à ce moment-là, dès qu'on a découvert, en allant de la droite vers la gauche, l'ensemble des points ou nœuds de la poutre, on peut appeler ça des nœuds, A, B, C, D, eh bien, il n'y a plus d'autre effort extérieur qui agit. Et donc, on a la totalité. Et là, voilà, on a un diagramme plat si on voulait continuer vers la gauche qui présente peu d'intérêt. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les forces. On peut procéder de la même manière, ici il n'y en a pas, mais pour des forces d'autres directions, éventuellement TZ, ou s'il y en avait eu, des forces de type effort normal, donc des forces suivant X, on aurait eu un diagramme équivalent. Bon, là c'est assez pédagogique puisque je trace un graphe suivant Y avec des forces qui sont dans la direction Y. Donc elles sont vraiment répétées graphiquement. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est sympa. Et voilà. Ensuite, le moment de torsion, finalement, on a le même principe. Alors là, je n'ai pas représenté de force tournante, j'ai pas cette possibilité. Non, je vais pas m'amuser à essayer de faire ça avec Acrobat. Mais on a un moment de 360 Nm en C et moins 360 en D. Et donc en fait, quand on est, alors graphiquement on ne le verra pas trop bien, mais quand on est sur la droite, quand on découvre, eh bien, en termes de moment autour de X, on va voir survenir au point D, moins 360 Nm. Et sur le même principe que ce qu'on avait fait là, alors il faut aller un petit peu plus bas, mais on a bien 0 Nm ici, et d'un coup on descend de moins 360 Nm. Ce n'est pas un vecteur, hein, je vais le représenter comme un vecteur, mais c'est une chute de la valeur. On part de 0, waouh, on part de 0 et on descend de moins 360 Nm, ce qui est ici. Et ça reste la même valeur tout le long, et ça ne va pas varier au franchissement du nœud B, puisque en B, eh ben, il n'y a pas de moment suivant X, tout simplement. Voilà. Et il va falloir attendre d'arriver au point C. Au point C, il y a plus 360, et on a donc un saut de 360 Nm vers le haut qui arrive comme ça. Et ensuite, rien ne change tant qu'on n'arrive pas au point A. Et au point A, est-ce que quelque chose change? En l'occurrence, non, puisqu'on a 0 Nm, mais on était déjà à 0, donc on est là-dessus. Voilà. Là, on pourrait écrire à côté plus 360 Nm, moins 360 Nm, moins 2240 Nm, moins 560 Nm, plus 4000 Nm, moins 2240 Nm. Voilà. Alors, une difficulté, et c'est
assez souvent le plus important parce que le moment de flexion, c'est ce qui, en termes de résistance, un effet de flexion. Quand vous fléchissez une poutre, hein, vous prenez une poutre, une règle, admettons en matière plastique, dans vos mains, si vous voulez la casser, la briser, c'est par un effet de flexion que vous allez y parvenir le plus facilement, plutôt qu'à l'attraction par exemple. Et de ce fait, le moment de flexion, c'est une composante de torseur qu'il ne faut absolument pas négliger. Et le moment de flexion, alors c'est un effort de type moment autour de l'axe Z. L'axe Z, il est perpendiculaire à cette représentation-là. Et donc il va falloir en tout point, et on voit qu'on n'a pas des valeurs constantes hein, sur ce tracé de MFZ, moment de flexion suivant Z. Là c'est en Newton-mètre. Et en réalité, eh bien, on va commencer de la même manière, puisque ça vaut pour le torseur de cohésion complet et toutes ses composantes, eh bien, à procéder de la même manière. On va découvrir petit à petit notre poutre, notre arbre, et au point D, que se passe-t-il au point D? Au point D, il y a, en termes de moment suivant Z, il n'y a rien. Et initialement, il n'y avait rien non plus. Donc en fait, on part de 0. Alors on va dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne conserve pas 0 tout le long? Eh bien parce que le moment suivant Z, c'est un moment qui... Alors je vais dessiner ça comme ça. Au point D, ce que l'on a, on a moins 300, on a moins 1200 newtons suivant Y. Hein. Donc verticalement, on a moins 2000, je vais y arriver, on a moins 1200 newtons suivant Y. Et ces moins 1200 newtons là, eh bien, petit à petit, si on se positionne par exemple en ce point-là, eh bien, ça va occasionner un moment qui va être facile à calculer, qui va être la force fois le bras de levier. Voilà. Initialement, au point D, le bras de levier est nul. Et petit à petit, et c'est linéaire, on a la force fois la distance. Et quand on arrive au point B, eh bien, on a cette force fois la distance BD. Alors, le sens dans lequel le moment est exercé est à rapprocher du sens positif ou négatif qui lui est parfaitement défini. Là, il ne s'agit pas de se tromper. Il y a un signe et un seul et l'un est bon, l'autre est mauvais. Le sens positif suivant Z, hein, c'est comme une flèche qui vient vers nous. Hein, bon, c'est la règle de sens de vecteur. Le sens positif est le sens que j'emploie à ce niveau-là. Donc, c'est le sens horaire, dans le plan de représentation là, de la page. Et donc ici, au point B, on voit bien que cette force crée un moment qui est positif. Et donc on passe de 0, positif ou négatif, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, excusez-moi. Donc là, la force vient vers nous, donc effectivement le moment positif, à ne pas dessiner la flèche, ça m'a induit en erreur. Ah, voilà, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Eh bien le sens positif des moments, et des vitesses d'ailleurs si on voulait le faire, mais là c'est pas l'objet, et dans ce sens-là, évidemment, positif. Donc là, le moment tourne dans l'autre sens, il est bien négatif. C'est 1200 newtons ici, moins 1200, et si on multiplie moins 1200 newtons par 200 mm, le bras de levier, donc 0,2 mètres, 0,2 mètres fois 1200 en négatif, ça nous fait 1200, 2400, ça nous fait moins... non, mais qu'est-ce que je raconte? On a 200... Oui, c'est ça, moins 240 newton-mètre. Ou alors on pourrait calculer moins 240 000 newton-millimètre en faisant 1200 fois 200. Ça ferait en moins pour les raisons qu'on a évoquées. Mais on pourrait prendre moins 1200 fois 200 directement avec le moins 1200 qu'on a ici. Méfiance quand même, tout dépend de l'orientation en fait du repère. Voilà. Donc moins 1200 fois 200, ça nous fait moins 240 000 newton-millimètre, donc moins 240 newton-mètre. Et c'est linéaire parce que si on étudie un point à mi-chemin, le mi-chemin à 100 mm, eh bien le moment suivant Z, occasionné par cette force-là et le bras de levier de la moitié 100 mm, eh bien ça donnerait tout simplement moins 120 Nm, et on retrouverait bien pile en ce point-là à la moitié. Bref, c'est linéaire puisque c'est force fois la distance, et la distance on la retrouve sur le graphe. Et donc on aboutit à cette valeur-là, il suffit de faire les points à relier, comme quand on était petit pour avoir un dessin de dinosaure ou autre bestiole, voilà, Pokémon, je ne sais, un Dracofeu par exemple. Eh bien, et ici, la question se pose, est-ce qu'il y a une discontinuité? Là, on voit que non, mais là,
la réponse est donnée, n'est-ce pas? Il n'y a pas de discontinuité parce que, pour reprendre la méthode, quand on va découvrir, surprise, ce qu'il se produit en termes d'effort extérieur en B, on a une force de moins 560 newtons suivant Y, et puis c'est tout. On n'a pas de moment suivant Z qui va s'additionner. Il n'y en a pas. S'il y en avait, il y aurait une discontinuité au même titre qu'on en avait une pour les moments de torsion quand on aboutissait par exemple au point C à un franchissement avec moins 360 Nm. On avait 0, moins 360 et ici plus 360. On peut très bien avoir une discontinuité sur du moment de flexion. Voilà. On verra peut-être un exemple après, mais plus tard, mais peut-être. Peut-être, pas de promesse que je ne saurais tenir. Voilà. Et donc, au point B, il y a une continuité. Et cette continuité, ensuite, il va falloir la prolonger jusqu'à une valeur. Donc, il s'agit de déterminer cette valeur-là. On voit que c'est moins 1120 Nm. Pourquoi moins 1120 Nm? Eh bien, en fait, à ce niveau-là, eh bien, on a deux efforts extérieurs sur la partie ou la portion DC, voilà, et on a une autre composante de force qui est plus petite encore, me semble-t-il, c'est ça, on l'a en dessous. Ça, c'est, je vais faire comme ça. Ça, c'est moins 560 newtons, moins 1200, moins 560. Et donc, si on déterminait les moments suivants Z occasionnés par ces deux forces, qui agissent sur le tronçon X+, eh bien, on aurait moins 1200 fois 700. Et si on fait moins 1200 fois 700, ça fait je ne sais pas quoi. Et il faut additionner moins 560 multiplié par 500. Voilà. Et en faisant ce calcul-là, donc je répète, moins 1200 fois en mettre 0,2, et on ajoute moins 560 fois, excusez-moi, je reprends parce que c'est pas tout à fait ça, moins 1200 fois 0,7 mètres, hein, la distance DC, le moment de cette force-là, de YD, appelons-la comme ça, exprimé en C dans la direction Z, ce moment-là, c'est moins 1200 fois 0,7 mètres, moins 560 fois 0,5. Et ça donne, vous faites le calcul, moins 1760 Nm. Ensuite, même chose, quand on franchit au point C, on fait quand même une brève analyse en constatant qu'il n'y a pas de moment suivant Z au point C, et donc il n'y a pas de discontinuité de saut comme on l'avait ici, avec les plus 360 Nm. Là, il n'y en a pas suivant Z, et donc on a une continuité. Et pourquoi on arrive à 0? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en ce point-là, il n'y a pas de moment transmis. À gauche, il n'y a plus d'effort extérieur. Alors là, rien ne sert de s'intéresser à cet effort-là. C'est tout simplement, on a une rotule, et au niveau de cette rotule, si elle est parfaite, eh bien, il n'y a pas de résistance au pivotement autour de l'axe Z, ni autour d'aucune composante d'axe, AY, AX ou AZ. C'est une rotule parfaite, hein, supposée comme telle, c'est une hypothèse. Et donc, on n'a pas de moment, ni de torsion, d'ailleurs le moment de torsion était nul, ni de flexion suivant Z, ni de flexion sur Y, s'il devait y en avoir. Voilà. Et donc, en fait, on agit avec on construit ça avec des points à relier. Un point, un point, un point, un point. Et il n'y a plus qu'à relier les points. Et ça vous trace le diagramme de composantes de moment de flexion suivant Z dans l'arbre. Voilà, sur la portion AD, l'arbre au complet, qui supporte deux forces extérieures dues à des engrenages cylindriques et deux actions de liaison. Voilà, qui sont un peu particulières parce qu'on les a mises dans le plan. C'est vraiment pour simplifier. Alors, là, on l'a fait avec des forces ou bras de levier, hein, une méthode entre guillemets grapho-analytique, si on pourrait dire ça comme ça, en tout cas par le calcul. Hein. Mais on peut être amené, pour ceux à qui ça plaît, hein, ils sont nombreux, n'est-ce pas, à faire des calculs analytiques. Alors là, il y a un calcul préalable, ça doit vous dire peut-être quelque chose, un calcul en fait qui permet de déterminer, puisque en fait c'était une des questions de cet exercice-là, de déterminer les forces, les efforts extérieurs qui sont là. Voilà. À partir de quoi? À partir des efforts d'engrainement uniquement. C'est-à-dire connaissant les efforts en C et en D, on doit pouvoir déterminer eh bien, les efforts en A et B. Et donc c'est ce qui est proposé là. Voilà, un équilibre de l'arbre, isolement de l'arbre, effort extérieur. On se rend compte que
finalement, comme c'est une liaison pivot globale, on a 5, pardon, 3 pour la rotule, 2 pour la linéaire annulaire. On a 5 inconnus d'effort, si on peut parler d'inconnus. Et puis la traduction du principe fondamental de la statique, d'un point de vue analytique, s'exprimera de manière analytique, c'est-à-dire par des équations scalaires, donc avec des nombres, par 5 équations indépendantes, et on peut les écrire de cette manière-là, indépendantes parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Voilà, il faudrait écrire, c'est celle-ci qui ne l'est pas, évidemment. C'est somme des moments égale 0 autour de x. On a 360 Nm, moins 360 Nm égale 0. Ni XA, ni YA, ni YB, ni ZA, ni ZB, ni rien du tout n'intervient. Et donc là, on peut déterminer ce qui était donné dans ce qu'on a vu de cette manière-là. Bon, ça, c'est de la statique. C'est un préalable éventuel à une étude de RDM, des efforts intérieurs. Une fois qu'on a les efforts extérieurs, en tout ou partie, on a vu qu'on pouvait s'affranchir de la connaissance de l'effort en A, en procédant par analyse des efforts successifs sur les tronçons de plus en plus grands, jusqu'à arriver au point A. Donc finalement, les efforts en A, tout à gauche, on peut ne pas les étudier, ne pas les prendre en compte. Et ici, il y a une expression analytique. Bon, il a été peu fréquent dans les versions récentes de l'examen, d'épreuves d'examen, on va dire de mécanique au sens large, hein, la conception préliminaire maintenant, le 42, du BTS-CPI, d'exiger d'avoir en réponse du candidat une expression en fonction de x des composantes du torseur de cohésion. Et donc là, on procède par tronçon, parce qu'effectivement, on a le tronçon entre A et C, le tronçon CB. Alors, ce ne sont pas des tronçons, en fait. Enfin, ce sont des portions. Alors, voilà, le nom m'échappe. On a la partie AC, la partie CB, la partie BD. Les parties les plus grandes entre lesquelles il n'y a pas d'effort ponctuel qui survient. Voilà, entre les nœuds finalement de la poutre qui sont au nombre de 4. Et en procédant ainsi, eh bien, en définissant comme x la position du centre de gravité de la section droite étudiée, eh bien, on peut écrire une relation soit carrément avec des produits vectoriels si on est énervé. Sinon, on peut traduire ça par force sur bras de levier directement, mais sous forme d'équation. Bon, dans tous les cas, on retrouve des équations, vous voyez, des formes affines pour le moment de flexion de type AX plus B hein, ou MX plus P qui traduisent une équation de droite qui n'est pas horizontale, qui n'est pas une constante. Donc bon, on pourrait vérifier, mais ça correspond à la même chose. Pour trouver moins 1120, au point C, il faudrait prendre à x égale 500, et soit pour la première partie à gauche, soit pour la partie de droite. Et quand on prend x égale 0,5 ici, on multiplie, on voit bien qu'on a moins 1120 newtons. Et si on prend x égale 0,5 ici, de la même manière, hein, vous me faites confiance, on trouvera moins 1200 newtons mètres. Ou si on prend x en millimètres, 500, ça fait moins 1 120 000 newtons millimètres en tout état de cause. Ça donne bien le résultat qu'on avait là. Et voilà, pour les efforts de cohésion, on a une application un petit peu plus violente qu'on pourra voir, puisque là, vous voyez que c'est assez méchant. Hein, bon, c'est excessif hein, de faire cette analyse. Jamais on vous demandera ça. Dans une épreuve d'examen, c'est vraiment trop long à faire. Et donc là, en perspective Cavaliero, c'est moche. Eh bien, on peut représenter, moi c'est un conseil, à partir des données d'effort, si elles sont sous forme de torseurs, ou de composantes, ce qui est souvent le cas hein, à l'examen du BTS-CPI, comme ceci, eh bien, immédiatement les traduire graphiquement sous cet aspect-là, et ensuite on procède de la même manière, tel qu'on l'a vu ensemble, pour tracer les différentes composantes. Là, elles sont au nombre de 6, et vous voyez ce qui peut se produire, une discontinuité de moment de flexion à ce niveau-là. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Parce qu'on a un engrenage conique, et donc on a un moment autour de Z, localisé au point C, dû à un effort extérieur. Voilà. Je ne sais pas si on la verra cette application. On a un couple conique ici. Et ben j'espère que ça vous a plu. Voilà, on en a fini pour ça.